Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle du Lean. D'abord, qu'est-ce que c'est? On va y revenir dans quelques instants, puis on parlera des 10 erreurs à éviter justement quand on met en place une méthodologie. On en parlera avec Xavier Etienne, il est le fondateur de Lean XE Partners, il est notre invité. Le cercle RH, l'emploi des seniors, quelles solutions concrètes? On va en parler. C'est un sujet qui est au cœur de l'actualité, avec des réflexions gouvernementales, des propositions et projets de loi sur la table. On en parlera avec Audrey Richard, présidente de la NDRH, l'Association nationale des DRH et DRH du groupe Canal, et puis Gilles Effron, directeur général d'Expert Connect. Ils seront nos invités. Et on terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, avec un sujet important, la féminisation des comités de direction du SBF 120. Où en sommes-nous exactement? On en parlera avec Hervé Borenstein, il est associé et responsable France chez Heidrick Consulting. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler du Lean. Alors vous en avez probablement entendu parler, notamment quand on parle de l'entreprise Toyota. On en parle avec vous, Xavier Etienne. Vous êtes fondateur de Lean XE Partners. Vous êtes un spécialiste de cette... Alors on dit une méthode Lean, c'est la méthode Lean? C'est un peu plus sophistiqué que ça. C'est plus qu'une méthode. C'est un système de management à part entière. Donc c'est global. Oui, c'est une approche globale. Il faut vraiment, quand on parle de Lean, avoir une approche holistique. Le Lean, c'est un système de management. On va revenir sur l'axe principal de ce système de management et sur quoi il repose. De manière très très succincte, un système de management Lean, c'est un système qui va faire de la recherche de valeurs souhaitées par le client le moteur de l'organisation. Donc ça veut dire qu'on va prendre étape par étape de l'entreprise et on va essayer de quoi? De dégraisser, d'amaigrir un peu le système? On ne va pas amaigrir le système. C'est ça le Lean à l'origine. Alors le Lean, effectivement, la traduction anglaise du mot Lean, c'est une traduction... Je me suis contenté de la traduction. Épouvantable, qui veut dire maigre, mais le Lean, c'est pas ça. Le Lean, ça n'est pas un outil de réduction de coûts. Vous partez d'un principe, et ça c'est très intéressant, le Lean existe, il a été déployé dans plusieurs entreprises, il se déploie, mais vous dites il y a 10 erreurs mais fondamentales à éviter pour éviter que cette holistic Lean foire. Je mets des guillemets. Oui, alors on va donner des chiffres déjà. Selon France Stratégie, 70% des entreprises en France et également en Europe ont déjà mis en place des démarches Lean, donc sur une partie ou toute partie de leurs activités. Donc ça, c'est un chiffre plutôt positif qui témoigne d'une dynamique. Mais en parallèle, vous avez des cabinets comme le BCG ou McKinsey qui estiment, à contrario, que 70% des transformations n'ont pas généré de succès sur le long terme. Donc on est un peu face à des données qui sont un petit peu contradictoires. Puis on abandonne. Oui, alors et donc je dirais que globalement le Lean fonctionne quand il est bien exécuté, quand il est bien orchestré. Malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas ces 10 dernières années. Xavier, quand même, concrètement, ça change quoi dans une entreprise, le Lean? Qu'est-ce que ça modifie? Qu'est-ce que ça peut modifier dans l'organisation quand on décide de s'engager dans le Lean? Quand vous décidez de vous engager dans le Lean, vous allez mettre en place, vous allez modifier de façon systémique plusieurs paramètres. Vous allez d'abord, premièrement, apprendre aux collaborateurs à développer une volonté d'apprentissage. Le Lean, c'est un système de management, mais qui repose vraiment sur un système d'apprentissage. Donc le réflexe d'apprentissage, oui. On autonomise le collaborateur. On autonomise les collaborateurs et les managers Lean doivent être des managers qui propagent cette volonté d'apprendre et parfois même de désapprendre. Donc autonomisation et sens des responsabilités, parce qu'on voit Toyota, c'est un peu l'exemple le plus connu, mais chaque ouvrier, chaque technicien va avoir aussi une décision à prendre sur l'amélioration de la machine, sur l'outil. C'est ça qui est important. Le principe de l'autonomie est une des valeurs du Lean Management, l'autonomie plus particulièrement dans la résolution de problèmes.
Vous dites quand même en tant qu'expert, parce que vous connaissez cette méthode et vous l'appliquez depuis longtemps, ou vous la faites appliquer à vos clients, si on oublie l'humain dans cette méthode, on passe à côté. Si on n'implique pas l'humain, c'est essentiel. Oui, et si l'on considère, si l'on veut, si l'on s'intéresse aux causes finalement qui ont pu causer un échec de certaines transformations lean, vous avez assurément le facteur humain qui n'est pas suffisamment pris en considération. On n'écoute pas assez les humains, on ne leur donne pas assez de responsabilité sur cette transfo. Oui, alors on n'écoute pas assez les humains certes, mais on privilégie un pilotage par les coûts par rapport à un pilotage par le sens. Et quand on est sur un pilotage par le coût, les transformations lean ne donnent pas de résultats pérennes. Parce qu'il y a des freins, parce qu'il y a des résistances. Parce qu'il y a des freins, parce qu'il y a des résistances mentales, parce que le changement n'est pas forcément inné pour les collaborateurs. Et là, on a peut-être certains échecs que l'on constate, notamment parmi la population de managers, qui a été un peu un des parents pauvres des transformations lean. Avant de nous quitter, on en est où dans la propagation de cette méthodologie lean en France? Est-ce que ça avance? Est-ce que vous sentez aujourd'hui qu'il y a un désir de se tourner vers cette méthode? Il y a un désir de se tourner vers cette méthode parce qu'on est aujourd'hui dans un contexte de raréfaction de la ressource. Et ce contexte de raréfaction de la ressource fait qu'il va devenir de plus en plus stratégique de capitaliser sur les acquis. On parle beaucoup de ROI, je pense, en ligne on parle plutôt de ROA, Return on Assets. Donc dans cette configuration de raréfaction, les démarches lean prennent tout un sens. Donc ce lean doit et va prendre un peu plus de place encore dans un climat évidemment de tension économique où l'entreprise doit gérer. Voilà, mais il prendra d'autant plus de pérennité et d'impact sur le long terme que l'on prendra en compte l'impact humain dans les transformations. Merci Xavier Etienne d'être venu nous rendre visite, fondateur, expert de cette méthodologie holistique, Lean, Lean XE Partners, c'est le nom de votre entreprise. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, on s'intéresse dans le débat de Smart Job au sujet d'actualité du moment, les seniors. Le taux d'emploi des seniors en France est trop bas. Comment les engager, les embarquer dans l'entreprise et comment les maintenir en emploi jusqu'à 62 ans, probablement jusqu'à 64 ans. La question est posée, un texte, un projet de loi et des DRH très engagés. On en parle avec mes invités, ils sont là et je les accueille. Le débat de Smart Job, le cercle RH pour parler des seniors, c'est le sujet d'actualité, le sujet du moment, avec une prise de conscience collective, on va en parler, et puis avec un projet de loi gouvernemental en préparation, justement pour transposer un accord interprofessionnel sur les seniors. On en parle avec des experts de ce sujet. Audrey Richard, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes présidente de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH, 12 millions de salariés, 6150 DRH. Je ne me trompe pas. C'est ça, c'est bien. Cette fois-ci, je n'ai pas fait d'erreur et vous êtes DRH du groupe Canal. On reviendra sur votre engagement, l'engagement de l'ensemble des DRH sur ce sujet des seniors. Gilles Effron, merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes déjà venu sur notre plateau, directeur général d'Expert Connect. Alors, vos seniors, vous leur trouvez une deuxième vie, un deuxième travail et ils sont épanouis. On y reviendra dans quelques instants. Ce ne sont pas des seniors qui peinent à trouver un emploi. Non, ils le recherchent. C'est des seniors qui veulent travailler. Bah oui. Audrey Richard, un mot tout de même quand même sur ce sujet, je dirais global. Je parlais de ce projet de loi de transposition d'un ANI, qui est un accord interprofessionnel, accord avec les partenaires sociaux. La NDRH a décidé de relever les manches et de s'engager à 150% sur ce sujet. Et vous avez lancé une grande concertation sur tout le territoire, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est un sujet de préoccupation de nos adhérents depuis évidemment plusieurs années. On porte vraiment ce sujet. Et il y a 2 mois, nous avons décidé de passer un peu plus à l'action, puisque nous avons décidé tous ensemble de travailler spécifiquement sur cette thématique au sein de l'ensemble du territoire, sachant que sur l'ensemble du territoire, on a 64 groupes locaux. Donc tout le monde s'est mobilisé
sur ce même sujet en travaillant sur l'ensemble des thématiques de préoccupation des seniors. Ça a pu passer par le recrutement, la seconde partie de carrière, la mobilité, les stéréotypes, les biais, etc. Et donc tout le monde s'est mobilisé. Il y a eu vraiment un engouement Des groupes de travail. extraordinaire. Groupes de travail, groupes de discussion, groupes de réflexion. L'idée, c'était d'aller chercher vraiment les bonnes pratiques sur le terrain, de montrer qu'on n'avait pas forcément besoin de financement, d'aide de l'État financière, mais d'aller chercher les bonnes pratiques, les partager pour que cela essaime et qu'on mette en place et qu'on essaye à nous tous d'avancer sur ce sujet-là. Parce que quand on regarde les chiffres, la France, en termes de taux d'emploi des seniors, est inférieure à la moyenne européenne. Et donc, c'est quand même un problème. On nous dit d'ailleurs que si on règle le débat des seniors, on peut aussi régler assez directement la question des retraites. Tout à fait. Puisque l'enjeu, c'est de faire travailler les seniors et d'avoir de la cotisation. Tout à fait. Vos seniors, vous, ce sont des seniors qui soit sont à la retraite et continuent leur activité parce qu'ils ont des compétences, soit sont sortis de l'entreprise ou se sont fait sortir de l'entreprise et continuent à travailler à l'extérieur. On est bien d'accord? Oui, enfin, c'est toute la population des gens très expérimentés. Donc, des seniors, effectivement, non plutôt ceux qui sont en fin de carrière, qui partent éventuellement un petit peu plus tôt dans des schémas de fin de carrière ou des départs anticipés, mais surtout les retraités aujourd'hui, donc ils sont très expérimentés, qu'on ne force pas à travailler pour le coup, qui souhaitent rester actifs. Et exactement comme vous l'avez dit, Arnaud, chez Expert Connect, ça permet à toutes ces personnes de rester actifs, de répondre aux besoins des entreprises qui sont confrontées à des pénuries de compétences de plus en plus, et ça va s'accentuer avec la démographie. Et donc, c'est un schéma très vertueux. Vous nous dites aussi sur ce plateau, Audrey Richard, à travers l'initiative, l'action portée, à travers un document que vous avez consolidé, les DRH s'engagent à recevoir, à recruter ces seniors qui ont plus de 50 ans. Côté entreprise, est-ce qu'il y a quand même aujourd'hui encore des freins, des blocages chez les recruteurs, les fameux biais dont vous parlez dans ce document consolidé? On voit qu'il y a des biais, il y a des préjugés. Ils sont là encore. Clairement, oui. On ne peut pas nier cela. Il y a encore des freins. Il y a des freins sur l'embauche de salariés expérimentés. Donc, et je fais juste une parenthèse. Allez-y. Nous préférons utiliser ce terme de salarié expérimenté plutôt que d'autres termes. C'est vrai. Mais oui, il y a des freins. Et justement, ce qu'on a vu, c'est que dans les entreprises qui ont pu mettre en place des formations ou des sensibilisations concernant les stéréotypes, les biais culturels, on a vu que ça avait un impact sur les équipes RH, les équipes managériales. Ceux qui sont en première ligne. Tant sur le recrutement que sur l'intégration de ces populations. Donc oui, il y a des freins. Maintenant, il y a aussi de bonnes idées à prendre et notamment, tout simplement, on propose une formation pour lutter contre les stéréotypes. On voit que ça marche. Juste quand même d'un mot, ces seniors qui sont en entreprise sont parfois victimes de plans. Il y a aussi un enjeu fort de les garder en emploi. L'argument de l'entreprise, c'est de dire mais ils n'ont plus la compétence, ils sont plus forts. C'est aussi un sujet qui a été soulevé dans le document de travail que vous nous révélez. Bien sûr, la problématique, mais la problématique pour tout le monde, puisque nous, on a souvent l'habitude de dire que la formation est clé, le développement de compétences. Ça paraît assez basique, simple, mais il n'empêche que tout le monde ne se forme pas tout au long de sa vie professionnelle, et peut-être encore plus quand on est expérimenté. Donc le message clé, il est que tout le monde continue à se former, sous l'impulsion de l'entreprise, bien évidemment, mais c'est aussi à la personne d'aller chercher, d'aller proposer des développements pour elle-même en termes de compétences. Et c'est extrêmement important pour adapter ses compétences aux nouvelles attentes du marché, aux nouvelles attentes des recruteurs, des entreprises, et pour évoluer tous ensemble. Vous l'avez évoqué, je reprends votre expression. Moi, mes seniors sont des seniors compétents et diplômés. On évoque aussi des seniors qui sont parfois dans des métiers pénibles et qui, à 50 ans, sont usés. Vos seniors, c'est quel profil? Bac plus 5, Bac plus 6, dirigeant, cadre supérieur? Oui, il y en a une partie, mais pas que. C'est-à-dire c'est aussi tous les gens qui ont aussi à des niveaux plus modestes, mais qui ont une vraie expertise, un vrai savoir-faire. Donc on parle de Très recherché. Très recherché, mais c'est des chefs d'atelier, des mécaniciens, des techniciens, dont je pense que vous confirmerez, Audrey, qu'il en manque de plus en plus. Et donc ces gens, au-delà du départ à la retraite, et c'est ça qui est intéressant, je pense, et ça montre l'exemple à tous ceux qui sont un peu plus jeunes, on peut continuer à rester actif, et je pense qu'il faut même continuer à rester actif dans l'intérêt, encore une fois, de l'économie. Vous l'avez soulevé, ce sont des points de PIB en plus.
Le texte de loi que j'évoquais tout à l'heure, qui est arrivé en Conseil des ministres le 7 mai dernier et qui va ensuite basculer au Sénat, évoque, alors je sais que l'expression est impropre parce que depuis elle a été débaptisée, mais on l'a appelé le CDI senior. Est-ce que la NDRH soutient ce fameux CDI senior dont vous allez nous parler? Est-ce que vous le soutenez? Alors, on fait beaucoup plus que le soutenir puisqu'on l'a proposé. On l'a proposé. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce sujet-là. Aujourd'hui, il s'appelle... Ça vient de la NDRH. Alors, ça vient de la NDRH. Après, peut-être d'autres l'ont aussi proposé, mais en tout cas, nous, il nous a semblé que ce dispositif qui n'existe pas pouvait permettre à un recruteur, à une entreprise de rassurer, puisque c'est un contrat qui se termine, qui s'arrête au moment où la personne a son taux plein à la retraite. Donc c'est assez rassurant en termes de timing, on peut anticiper les choses et on pense que cela peut permettre de rassurer et d'accroître ce taux d'emploi. Et ce contrat s'appelle contrat de valorisation de l'expérience. Il a été transformé, c'est vrai que c'est une autre façon de le dire, mais il n'empêche que c'est assez simple. Voilà, on propose à un salarié expérimenté un contrat qui s'arrête une fois qu'il a son taux plein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une excellente solution, certainement. Maintenant, je rajouterais qu'il est aussi possible, dans l'intérêt des entreprises, de retrouver des personnes expérimentées dans des schémas plus flexibles. Et donc, j'en viens évidemment à des ressources qui peuvent intervenir dans des schémas non pas forcément uniquement de salariat. Et donc, si j'en reviens à mes retraités, parce que c'est quand même mon positionnement, là, on a toute une population extrêmement expérimentée qui peuvent intervenir. Juste un détail, et flexible. Ils sont chefs d'entreprise, ils créent leur auto-entreprise, ils se retrouvent en situation de salariat sur des missions courtes. C'est quoi le statut juridique qui les encapsule? Alors, ça va dépendre des pays, mais on va parler de la France. Donc là, effectivement, c'est des schémas d'indépendance. Donc c'est soit la micro-entreprise, soit ils créent leur société s'ils ont un chiffre d'affaires plus important. L'intérêt pour eux, c'est d'être souple et flexible, ce qui répond à leurs attentes, mais aussi aux attentes des entreprises qui ne souhaitent plus forcément salariés, donc on parle de personnes qui sont à la retraite déjà, et qui continuent à disposer de gens très expérimentés de manière très souple et flexible. Voilà. Donc c'est un complément. Ça peut correspondre à certains types d'entreprises. Maintenant, d'autres peut-être n'ont pas les moyens de financer ce type de prestations ou n'ont pas la capacité en termes de métier ou en termes d'organisation et de flexibilité. En fait, c'est vrai que quand on est salarié expérimenté, parfois certains ont le désir d'avoir une organisation différente, plus de télétravail, pouvoir faire du mécénat de compétences pour être en transition avec leur retraite. Ça peut être envisagé bien évidemment, mais dans des entreprises peut-être un peu plus matures ou un peu plus grosses. Dans certaines, on a un métier sur un territoire et là c'est avec un métier pénible par exemple, j'allais vous poser la question. Et là c'est beaucoup plus compliqué et aujourd'hui ce qu'on voit à travers la NDRH, c'est que les DRH s'appellent entre collègues, on s'appelle en se disant voilà, on a telle compétence, est-ce que tu sur ce bassin, sur ce territoire, est-ce que tu as besoin de compétences, est-ce qu'on peut envisager peut-être une formation, une reconversion sur un profil que tu pourrais récupérer derrière puisque tu as des besoins, etc. Bon, c'était, on en avait parlé. Absolument. Qui n'a pas marché. L'État a créé un dispositif de transition collective. Sur le fond, c'est excellent. C'est exactement ce dont on a besoin. Mais ça marche pas. Maintenant, ça marche pas parce que c'était ou c'est trop complexe à mettre en œuvre. Cependant, je sais que le ministère est en train, les équipes du ministère sont en train de travailler sur quelque chose pour simplifier ce transco qui répond à un réel besoin sur le terrain. J'entends quand même chez certains seniors, alors pas chez tous parce qu'il y a des métiers postés, il y a des métiers pénibles, il y a des métiers où on ne peut pas être en télétravail, mais chez les seniors du tertiaire, un désir de flexibilité, de mieux organiser son temps et de ne pas être à 150% dans son travail pour peut-être partir à la retraite en pente douce. Est-ce que Oui, mais sans faire de généralité. On peut avoir ces demandes-là, mais pas forcément pour tout le monde. Mais cependant, des entreprises, à travers des accords avec les partenaires sociaux, peuvent proposer des dispositifs adaptés à ces souhaits-là. Enfin, clairement, on parle de choses un peu différentes. C'est-à-dire qu'il y a la population avant la retraite, où clairement, moi je rejoins Audrey, il faut des schémas du type contrat CDI senior, etc., ce genre de démarche. Effectivement, il faut arriver jusqu'à l'âge de la retraite pour avoir le taux plein, c'est l'objectif de tout le monde, et je pense que c'est l'intérêt de la France. Et après, il y a le problème de continuer à disposer de compétences de plus en plus rares, dans des métiers clés, des savoir-faire spécifiques, notamment dans les domaines de souveraineté, comme la défense, l'énergie, où là, la France excelle, mais malheureusement, ces personnes qui détiennent ces savoirs sont maintenant âgées, voire très âgées, sont à la retraite. Mais moi, je note quand même dans ce débat qu'il y a une prise de conscience des DRH, parce que dans
le cliché des DRH, c'était ceux qui se séparaient de collaborateurs, qui était un cliché. C'est facile, ça. Je savais que j'allais me faire épingler, mais néanmoins, à travers le travail que vous avez mené, il y a cette volonté d'accélérer sur le recrutement des seniors. Et on devrait en voir les fruits bientôt. Le cliché est vraiment dur pour notre population de DRH. Nous, ce qu'on fait au sein des entreprises, c'est justement essayer de faire évoluer les compétences pour garder ces salariés expérimentés. Donc le cliché est vraiment difficile. Maintenant, ce qu'on voit aussi, et ce sont les salariés expérimentés qui le disent, c'est qu'ils sont beaucoup plus enclins à transmettre. Je vous rejoins, Gilles, à transmettre Mentorat, leur transmission. savoir. Et en termes de contraintes, ils ont moins de contraintes. On n'a plus, ils n'ont plus les enfants, etc. Donc il y a moins de contraintes peut-être aussi mentales. Oui. Et donc, Libéré. voilà, c'est ça. Et on voit davantage d'initiatives sur de la transmission, du mentorat, etc. Avec une initiative qui va être lancée bientôt par l'APEC et la RACT, avec des fonds européens Senior Plus. Il faut le préciser, c'est un parcours d'accompagnement pour donner envie aux seniors de rentrer dans une entreprise, de la découvrir. Je pense à des salariés peut-être de plâtriers qui pourraient être désireux d'aller devenir chauffeur de poids lourd ou d'autobus. C'est un sujet. Dans les bonnes pratiques qui ont été remontées, c'est une sorte de stage ou d'apprentissage. C'est vrai que ça paraît assez simple à mettre en place. Ça n'existe pas aujourd'hui encore. Ça n'existe pas tout à fait et ça permettrait aux salariés expérimentés de prendre la mesure de la culture, des tâches, de l'environnement, de la mission, etc. et de part et d'autre. Et je trouve que c'est une excellente idée à développer. Merci Audrey Richard d'être venue nous éclairer sur ce travail là très très concret et de votre engagement, parce que vous étiez aux côtés de la ministre Astrid Panosyan-Bouvet il y a quelques semaines. Et les entreprises. Et les entreprises s'engagent, chères à notre ami Thibaut Guilhuy, pour justement créer une dynamique côté entreprise et évidemment côté DRH. Je rappelle que vous êtes la DRH du groupe Canal. Gilles Effron, merci. Tout va bien pour vous, vos seniors ont le sourire. L'avenir, effectivement, c'est de plus en plus tendu. L'avenir est radieux. Donc l'avenir est radieux, et je précise que, et merci Audrey, puisque Expert Connect est signataire de la charte 50+ aussi, bien évidemment. Merci, vous êtes à la tête et fondateur, directeur général de Expert Connect. Merci à vous deux de nous avoir éclairé. La suite de notre programme, c'est Fenêtre sur l'emploi, et j'accueille mon invité. On va parler de la féminisation dans le SBF 120. Fenêtre sur l'emploi pour s'intéresser à la féminisation du SBF 120, des comités de direction du SBF 120 pour être précis. Vous voyez évidemment, je fais référence à la loi Rixin, une loi évolutive, et on en parle avec Hervé Borenstein. Bonjour Hervé, ravi de vous accueillir. Vous êtes associé et responsable franc chez Heidrick Consulting. Un petit mot quand même sur parce que votre métier c'est d'accompagner des dirigeants et des dirigeantes au sein de ces comités de direction. La loi a porté ses fruits, mais quand on regarde bien les chiffres, au sein du SBF 120, ça progresse relativement lentement. La loi commence à porter ses fruits. Doucement. Pas assez vite, si vous voulez. C'est-à-dire que si on compare à il y a 5 ans, on a un doublement du nombre de sociétés qui ont atteint le quota de 30%, qui est la cible à 2027. Doublement. Donc on est passé de 25% à peu près à un peu moins de 50%. Donc c'est super, mais on est loin des 100% encore. C'est 2030. Et c'est dans 2 ans. Et c'est dans 2 ans. Et ça c'est 2027. Après, il y a le seuil de 40% qui a lieu en 2030. Et là, seulement 25%, donc 1 sur 4, ont atteint déjà ces 40%. Donc il y a quand même beaucoup de chemin avant d'arriver aux objectifs de la loi Rixin. Mais vous qui accompagnez des dirigeants, entreprises qui chassent de tête, et accompagnement de dirigeants, quels sont les freins? Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué? Vous devez avoir des échanges informels, et forcément, vous en parlez. C'est quoi l'argument? C'est compliqué, on ne les trouve pas, on n'a pas les compétences. Qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez, tout le monde est d'accord pour féminiser les conseils de direction et les comités de direction aujourd'hui. La différence, si on prend la loi Copé-Zimmermann qui avait eu lieu pour les conseils d'administration, c'est qu'un mandat de conseil d'administration, c'est un mandat à durée déterminée. Au bout de 4 ans, on change la personne pour l'emplacer par quelqu'un d'autre. Donc tous les 4 ans, on fait une rotation, si vous voulez. On pourrait faire une rotation. Ce qui n'est pas le cas des comités de direction. Dans les comités de direction, c'est plutôt des CDI, on va dire en général. Donc il faut attendre que quelqu'un parte pour remplacer par une autre personne et éventuellement une femme. Donc c'est pas tout à fait le même rythme.
Les entreprises ont néanmoins eu une démarche un peu adaptative, notamment en créant des postes nouveaux dans les comités de direction, en particulier sur les postes d'innovation, sur les postes liés à la sustainability, enfin au CSR. Sur RSE versus DRH. RSE, pardon, voilà. Non, mais c'est bien sûr. Et de fait, ce sont des postes à parité, donc il y a à peu près autant de femmes que d'hommes qui occupent ces postes-là. Donc ça s'est féminisé par les fonctions, en fait. Mais c'est intéressant parce que ce que vous évoquez, ce sont quand même des fonctions qui sont toujours dédiées aux femmes. Et les fonctions finance et les fonctions restent malgré tout, alors vous devez avoir plus de chiffres et plus de précision, mais restent quand même destinées aux hommes. Très bonne remarque. En fait, aujourd'hui, quand on regarde la vérité des chiffres, donc au-delà des fantasmes, on s'aperçoit que les postes opérationnels et les fonctions financières, donc ceux qui pilotent les PNL, comme on dit, ceux qui sont en charge vraiment des résultats, le cœur, sont des hommes à 85%. C'est ça la réalité. Les femmes, elles deviennent maintenant les leaders dans les postes fonctionnels, donc la fonction RH, marketing, R&D, etc. Et c'est ça la réalité, c'est-à-dire comme si les comités de direction étaient à deux vitesses d'une certaine façon. Les hommes qui s'occupent des comptes et les femmes qui aident, qui sont les enablers, comme on dit dans le jargon, en support des... Voilà. Mais là, je me tourne du côté de votre entreprise, côté recrutement, parce qu'il y a aussi un enjeu. C'est-à-dire que des entreprises vous disent, mais allez, moi, me chercher des profils, des personnalités qui ont les typologies pour que je puisse l'intégrer au comité de direction. Ça, c'est une demande que vous avez. On a cette demande très régulièrement à l'occasion de recherche de dirigeants. C'est, si possible, on préférerait éventuellement une femme, si vous en trouvez. Et la réponse à ça, c'est à compétences égales, aujourd'hui, les entreprises pourraient avoir tendance à recruter plus de femmes. Encore une fois, la réalité est un peu différente. Quand on regarde les chiffres réels de ce qui se passe dans le SBF 120 seulement, je parle du SBF 120, un recrutement externe sur deux est donné à une femme et pour les postes fonctionnels. Pour les postes opérationnels, on est encore à 2 sur 3 pour les hommes et 1 tiers pour les femmes. Donc le chemin qui vous reste à parcourir aussi, vous, cabinet qui accompagnez, c'est la prise de conscience sur les postes opérationnels. Exactement. Le hard sur les... Exactement. Aujourd'hui, une femme qui est dans un poste de direction opérationnelle détient les clés de sa carrière. Elle peut choisir tout ce qu'elle veut quand elle veut. Mais il reste encore un peu de route. C'est jusqu'à 2030. C'est jusqu'à 2030. Il y a besoin d'accélérer certainement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a encore aujourd'hui, à l'heure où on parle, 25% des entreprises de F120, donc un peu plus que 20 entreprises, qui ont moins de 20% de femmes dans leur comité de direction. Ces entreprises-là sont en retard. Et l'écart va se creuser de plus en plus au fur et à mesure que les femmes vont les quitter pour rejoindre des entreprises qui sont... Bien sûr, plus attractives et qui accueillent des femmes, parce qu'il y a aussi cet effet de seuil qui existe. Avant de nous quitter, Hervé Borenstein, un petit mot sanction 2030, parce qu'il faut que tout le monde soit en règle. Qu'est-ce que l'entreprise va risquer? En principe, il y a des pénalités effectivement qui sont proportionnelles au chiffre d'affaires. Donc 1% au moins du chiffre d'affaires, c'est considérable. Pour les entreprises du SBF 120, ça représente une très très grosse somme. Exactement. Merci de nous avoir rendu visite, Hervé Borenstein, associé responsable France chez Heidrick Consulting. Borenstein. Et j'étais sûr que vous alliez me reprendre. Borenstein. Merci Hervé Borenstein. Heidrick Consulting, c'est de l'accompagnement de dirigeants, mais c'est aussi du recrutement de dirigeants, faut-il le préciser. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui était derrière et qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Nicolas Juchat et merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.